société à travers le travail, la formation et le chômage. Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne feront pas de vieux os. Eh oui, chanson de Salvador, une chanson de mon enfance. Eh bien, parlons-en de mon enfance. J'ai 8 ans, et quand j'étais gamin, le terme d'hyperactif n'existait pas, la notion de différence neurogénétique non plus. J'étais donc considéré comme un enfant dissipé, agité, turbulent, qu'il allait falloir canaliser pour qu'il ne gêne pas trop les autres. Pour vous dire qu'à cette époque-là, pour moi, travail, ça rimait avec devoir, récitation, rédaction, que des choses qui demandent d'être bien tranquille, bien assis, bien concentré, tout le contraire de ce que j'étais. Et pour vous dire que c'était pas simple, avec un parent instituteur, des parents instituteurs, quand il fallait réciter des sons, parce que l'hyperactif, si vous voulez, ça peut être bien quand vous avez plein d'idées qui fourmillent et tout, ça peut être bien. Mais alors, au niveau de la mémoire, c'est vraiment pas top. C'est pour ça que vous m'excuserez, mais de temps en temps, j'y jetterai un petit coup d'œil quand même. Et puis vous savez d'où ça vient, le mot travail? Trépalium, instrument de torture. Alors moi qui préférais les récré, quelle image je pouvais avoir du monde du travail? Ça sert à quoi? À qui? Est-ce que c'est uniquement pour gagner sa vie ou puis d'abord, qui c'est qui a dit qu'il fallait travailler? Et puis avec le progrès, on aurait pu penser qu'on allait travailler moins. Et moi j'ai l'impression qu'on travaille plus vite et plus longtemps. Regardez, ma mère, elle était à la retraite à 53 ans. Mon père à 55. Moi, normalement, je devrais la prendre à 62, c'est-à-dire, c'est toujours le mois d'après son anniversaire, ça va tomber pour moi sur la fête des travailleurs. Pour prendre sa retraite, c'est pas mal non plus. Mais donc, du coup, oui, je vais prendre ma retraite, mais vous savez que les retraites, elles sont de moins en moins grosses. Alors on a la chance maintenant, grâce à ça, d'avoir le droit de pouvoir continuer à travailler. C'est formidable. D'un milieu peu fortuné, mes parents étaient devenus instituteurs grâce à l'école normale. Ils s'étaient rencontrés dans une réunion syndicale. Il faut vous dire, c'était des communistes. Et d'ailleurs, mon père portait très haut les valeurs de l'école républicaine, comme moyen pour la classe ouvrière d'accéder à l'émancipation par le savoir. Mais il avait aussi une théorie concernant la famille. Il disait s'il avait un fils, forcément il serait difficile. J'ai essayé de ne pas trop le décevoir. Et il disait aussi qui ne travaille pas poulain travaillera vieux cheval. Mais ça c'était avant, parce que maintenant il faut se battre pour trouver un travail. Mais revenons à mon père. Ces méthodes autoritaires, empruntées aux éducateurs russes de la Révolution, n'ont pas suffi à véritablement canaliser le rebelle des bacs à sable que je pouvais être. Donc du coup, j'ai arrêté mes études en cours terminale, année de la sécheresse au bord de la mer, c'est un peu compliqué. Et puis, sécheresse aussi, les quelques sous que me donnaient mes parents. J'ai 19 ans. Quand on n'a qu'un bac -3, aucune compétence technique, et puis pas de permis, juste un vélo. Alors ça, c'est quand même pour mettre les brillants diplômes que j'avais réussi à acquérir avant. Eh bien, qu'est-ce qu'il reste à faire? Quelques boulots intérimaires, quelques petits boulots au noir. Et puis on se fait héberger à droite à gauche par des amis. Et puis je volais un petit peu dans les supermarchés pour me nourrir. L'Agence nationale pour l'emploi, à l'époque, il y avait peu d'annonces pour moi, je n'avais pas mon permis. Et puis il y avait le souvenir que j'en ai, c'était un souvenir des files d'attente. À ce moment-là, on allait pointer avec une carte toutes les semaines, qui nous mettait un tampon, pour qu'on vérifie qu'on était bien là et qu'on cherchait bien du boulot. Et tout ça sous la pluie bretonne, mais bon, c'est tout le souvenir que j'en ai, ça ne m'a pas servi à grand-chose. Heureusement, j'avais des activités sociales.
je faisais du théâtre militant, et surtout, je pratiquais le volleyball. Le volleyball, si vous voulez, c'est le seul sport de ballon communiste. Si, je vous assure. La plupart des autres, tous les autres sports de ballon, ils essayent de se piquer la balle. Nous, on la donne gentiment à ses partenaires, un petit peu plus vivement à ses adversaires, mais la règle, c'est qu'on n'a pas le droit de la garder, même pas de la coller. On est obligé de la donner, donc on est forcément obligé d'être coopératif, de s'entendre avec les autres. Et puis, j'ai 20 ans, et quand on a faim, on perd un petit peu ses scrupules. Hein. Et donc, j'ai profité de connaître la fille du directeur de l'hôpital, et j'ai pu rentrer comme ça à l'hôpital. J'ai démarré au début par la manutention. La manutention, on était donc au sous-sol. Quand on commence au bas de l'échelle, c'est un peu normal. On était habillés en bleu pour ne pas nous confondre avec le corps médical. Et puis on allait dans tous les services, ramasser le linge sale, les poubelles, ramener le linge propre, tout ça en poussant des grands chariots de 3,50 m, avec lesquels il fallait tâcher d'éviter les blouses blanches, surtout si c'était les toubibs. Hein. Quand même, l'apprentissage de la hiérarchie à ce moment-là, c'était important. Et puis de remplacement, de buanderie en brancardier, j'ai fini par avoir un poste pérenne. J'étais plongeur magasinier à la cuisine du service gériatrie. Mon prédécesseur s'était fait virer. Il avait osé récupérer des restes destinés à la poubelle pour son chien. Oh, depuis, j'ai appris que le chef cuistot, il s'arrangeait avec le boucher, il n'avait jamais payé un morceau de barbac de toute sa carrière. Puis alors, l'économe, lui, il s'arrangeait avec les fournisseurs, il touchait des commissions. Mais, si vous voulez, c'est un petit peu comme maintenant. Hein. Tu piques une tranche de jambon, tu risques la tôle. Mais si tu détournes des dizaines, des centaines de millions au fisc, tu n'as même pas besoin de négocier. On te propose d'en payer 20% et tu as la solution. Petite anecdote d'ailleurs à ce propos, tous les mois, le chef cuistot, il voulait faire une réunion avec, mais pas avec tout le monde. Il faisait avec le second de cuisine, le commis de cuisine, le pâtissier, le boucher. Je vous parle d'une époque, c'était avant Sodexo. Hein. Il y avait tous les corps de métier encore à ce moment-là dans l'hôpital. Et donc moi, le plongeur magasinier. Alors qu'il y avait des tas de femmes qui travaillaient dans le service et puis qui préparaient les repas, qui avaient peut-être plus de choses à dire que moi. Alors j'ai branché le chef cuistot, j'ai dit, enfin, pourquoi elles ne sont pas invitées à cette réunion en plus, dans la vie de tous les jours, c'est souvent elles qui font la bouffe. Bon. Oh là là, tu les connais pas. Hein. Si on commence à les faire venir aux réunions, ça va être le bordel, je te le dis, vraiment comme ça. Comme moi, je fréquentais plutôt les milieux gaucho-féministes, je ne pouvais pas laisser passer une chose pareille. Quoi. Alors, j'ai pas arrêté d'acculer le chef cuistot, non, j'ai bien dit acculer, pour le mettre un petit peu en contradiction face à son organisation du travail. Donc, au bout d'un certain temps, on m'a muté dans l'autre cuisine, avec comme motif préserver l'autorité professionnelle de mon chef. Et alors là, je me suis retrouvé avec des horaires décalés, je ne pouvais plus jouer au volley, plus faire de théâtre, tout ce qui me permettait quand même de supporter ces métiers qui n'étaient pas hyper épanouissants. L'école, c'était pas terrible. Mais alors, le travail avec cette hiérarchie imbécile, ça me rend malade. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau, demander la charité, c'est quelque chose, c'est point fait. Tous les jours que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère vivre vieux. Zacharie Richard, un rebelle cajun. Mais alors, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Une formation. J'ai 25 ans, je suis bien investi dans les maisons des jeunes et dans le théâtre. Bon, du coup, je passe une équivalence de bac, qui a cet avantage sur le bac, c'est qu'il y a 3 matières à passer. Et fort de ça, je rentre dans un UT, carrière sociale, métier de l'animation.
Mais j'ai plus de financement, puis alors c'est que des cours magistraux, ça me gonfle un peu. Et du coup, j'ai l'opportunité de partir dans une classe de neige. D'ailleurs, je dois vous l'avouer, enfin, je pense qu'il y a prescription maintenant, mais j'ai fraudé. Je ne l'ai pas annoncé à la NPE, ce qui fait que j'ai touché des indemnités, plus la petite rémunération qu'on avait pour ça. Bon, rassurez-vous, même avec les deux, je ne touchais pas le SMIC encore. Hein. Mais bon. Et puis, je suis devenu animateur intermittent, enfin, on dit saisonnier dans ces métiers-là. Puis je passais de classes de découverte à des colonies de vacances, des métiers où des fois on bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et après, je me retrouvais dans des périodes de chômage heureuses, où je reprenais un petit peu le rythme de la vie des sédentaires. Et puis j'ai fini par travailler comme animateur dans un village vacances, comme animateur enfant. Tiens, à ce propos, un jour, après les heures avec les enfants, eh bien, il y avait un petit match de volley, vacancier contre personnel. Ah, ça pouvait être sympa. Sauf que le directeur, un comptable de métier, il n'avait qu'une envie, c'était gagner, gagner, gagner. Et puis alors, il crée une ambiance de merde dans le match, où le premier set, moi je dis c'est bon, si c'est comme ça, je rentre chez moi. Reviens immédiatement, tu es viré. Ah, je dis, je vois pas sur quel motif, hein. Je suis en dehors de mes horaires de travail en plus. Et sûr de mon bon droit, je rentre. Le lendemain matin, je suis convoqué, licenciement pour faute grave, il me donne une demi-heure pour partir, autrement il appelle la gendarmerie. Bon, j'ai gagné au prud'homme. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Eh bien, une formation pour mettre en pratique mes idées sur les méthodes de direction, justement. Alors d'abord, je fais un DFA, formation d'animateur de développement, au CREPS de Montpellier. Et puis, rapidement, je me suis rendu compte que pour être crédible sur ces métiers-là, il fallait surtout faire de la gestion. Donc je passe un DUST finance, administration, comptabilité. C'était d'ailleurs une période où, dans les formations de gestion, eh bien, il y avait un changement un petit peu des ressources humaines. Le responsable des ressources humaines, avant, c'était souvent un ancien militaire qui était à la retraite. Et là, il semblait qu'il y ait un mouvement qui allait dire que les ressources humaines allaient être plus importantes et peut-être même qu'elles allaient prendre le pas sur celle des finances. Ah, ça m'intéressait de pouvoir participer à ça. Ça allait bien dans mes idées. Et comme au volet où je joue à la passe, j'allais donner la possibilité aux autres de s'exprimer. Et puis, ça y est, j'ai enfin trouvé un poste à l'année de directeur d'un grand village vacances. C'est un village vacances du CNRS, donc qui est géré par une caisse d'action et d'entraide sociale, c'est une sorte de comité d'entreprise, mais pour le public. Et il se situe donc à Ossois dans la Maurienne, très loin du siège, ce qui me laisse une certaine marge de manœuvre dans l'organisation du travail. Et je mets plutôt que de la réussite, mes convictions pratiques. D'un prédécesseur autoritaire, on apprend à travailler en intelligence, de rapports de surveillance, eh bien, on passe à des décisions partagées. Et puis, comme la plupart des salariés maintenant participent aux animations, à la pièce de théâtre que l'on fait, eh bien, il y a des rapports de coopération qui se mettent en place. Et un jour, il y a l'hôtesse qui me dit, il y a le président qui vous demande. C'est la première fois qu'il m'appelle en 2 ans. Je me dis, tiens, bonjour monsieur le président. Et il m'apprend qu'il veut venir passer un week-end et qu'il souhaiterait que nous allions skier ensemble. Bon. Je lui dis, je vous prends des forfaits sur la station à Ossois. Ah non, nous irons aux Arcs. Bon, je lui dis qu'il y a peut-être des choses confidentielles à me dire. Puis ça tombe bien, parce que moi j'ai 2-3 petites choses à lui dire aussi. Là. Moi on me dit de faire attention au prix de journée, et puis là, on va m'imposer une maîtresse de maison pour s'occuper des femmes de ménage, mais maintenant les femmes de ménage, on s'est entendu, elles s'organisent elles-mêmes, elles vont voir les plannings, il n'y a pas besoin de ça. Quoi. Et puis la pièce de théâtre, maintenant on en fait une tous les ans, il y a un comédien qui vient, on fait sur des fonds de formation,
Mais quand c'est des agents CNRS, eh ben, ils font sur leur temps de travail, mais quand c'est des saisonniers, ben, c'est sur leur temps à eux, quoi. Ben, je vous dis, un syndicaliste, peut-être, qui pourrait comprendre ça. Donc j'essaie de lui en parler, quoi. Oh là 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 là, il me dit, il faut savoir se relaxer. Non, il avait simplement pas envie de skier seul, et sa maîtresse, la secrétaire du KS, ne sachant pas skier, ben, il n'avait rien trouvé de mieux qu'à m'embarquer. Et il m'a pris une journée de boulot pour rien, comme ça. C'est là que ma foi sur les délégués syndicaux, lorsqu'ils deviennent patrons, on a pris un petit coup dans les mirettes. Mais alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Ben, étant investi dans le développement touristique de ce petit village d'Aussois, et pas bien reconnu dans les méthodes de direction, eh bien, j'ai décidé de reprendre mes études, encore une fois, et de passer un DESS, certificat d'administration à l'entreprise, à l'administration des entreprises, dans le but d'aller vers le développement local. Et puis, ben, ça n'a pas bien fonctionné. Ouais, je suis arrivé quelques fois numéro 2, mais quand il n'y a qu'un seul poste, numéro 2, ça n'a pas grand-chose, quoi. Et ben, j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs endroits comme formateur. Et ben, j'ai déjà pu me rendre compte un petit peu des stratégies des stagiaires par rapport aux formations. Des fois, certains en faisaient parce que c'était l'obligation s'ils voulaient qu'on continue à leur verser le RMI. Et puis aussi la stratégie des organismes de formation par rapport au chômage, parce qu'il faut remplir la formation, et puis ben, ça dépend des capacités, des conventions qu'il y a avec les financeurs. Et puis, ben, je me suis dit que c'est que j'avais pas fait de bon DESS. Donc, hop, on en fait un autre, plus basé sur le public, donc le management des collectivités territoriales. Tout ça juste pour m'apercevoir et finir par comprendre que la décentralisation avait eu ses heures de gloire, que l'idée qu'elle permettrait plus de concertation locale avait laissé place à une bureaucratie dont les directives venaient souvent bien plus loin que Paris, de Bruxelles, nombre de compétences ayant été déléguées à l'Union européenne. Et rassurez-vous, vous ne vous rassurez pas, toujours de plus en plus sous influence des lobbies. Disons plutôt, mon profil aurait intéressé. Mais trop tard, la norme européenne a remplacé la concertation et point de place pour les hors-normes. J'ai 40 ans, ça va vite, hein. Étant passé à une vie familiale, la nécessité d'un revenu régulier me pousse à trouver un travail alimentaire très rapidement. Alors je prends un rendez-vous avec une conseillère NPE, et donc en cherchant des boulots de chargé de mission. Elle me dit, mais vous vous rendez pas compte, vous avez été directeur, si vous marquez tous ces diplômes sur votre CV, vous n'avez aucune chance de trouver du travail. Et puis un peu plus tard, ben, je me suis retrouvé à faire un dossier face à une assistante sociale, un dossier de RMI. Là, je me suis demandé quand même, c'est quoi cette société qui est capable de dépenser autant pour me payer toutes ses études et me dire après qu'il ne faut pas que je les indique sur mon CV et même pas trouver un boulot, même en dessous de mes compétences. Mais alors, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Ah non, pas une formation sur ce coup-là. Mais il se trouve qu'il y a une conférence sur le chômage et qui a lieu justement à Cré, là où j'habite. Alors, ça me plaît bien parce que je pressens quand même quelques petites choses pas bien claires sur cette histoire du chômage. Ces théories de chômage frictionnel, c'est-à-dire le temps de retrouver un boulot quand on a perdu le sien. Quand ça dure plusieurs années, dure la friction. Il y en a d'autres qui parlent de chômage conjoncturel. Ah ouais, conjoncturel. Quand ça fait plus de 50 ans que ça dure, balèze la conjoncture quand même. Et puis d'autres, ils parlent de chômage structurel. Ah, je dis ça me parle un petit peu quand même. Mais si c'est structurel, c'est qu'il faut changer l'organisation de la société. Ça n'a pas l'air de les effleurer par contre. Puis alors les pires, c'est ceux qui parlent d'un chômage naturel. Ils le fixent à 6 à 8%, quelques bureaucrates qui ont trouvé ça sur le coin d'une table.
pour qui il n'y aurait rien d'autre à faire que de proposer un revenu minimum de pauvreté. C'est vrai qu'on m'explique comment on va créer plus de richesse si on écarte 20% de la population active. J'ai le sentiment que chacun préférait la dignité de vivre de son travail plutôt que de quémander une charité instituée, quoi. Et à ce moment-là, donc, un dénommé Jacques Nikonov, eh bien, une personne qui avait développe une approche un peu nouvelle à l'époque. Il indique que les coûts et les manques à gagner liés au chômage, ben, ça permettrait de financer des emplois. Je me dis, c'est pas con, cette histoire. Et qui était ce Jacques Nikonov? C'était quelqu'un qui avait eu un parcours, bon, pas le même que le mien, mais il était ouvrier, délégué syndical, et donc à la faveur d'un licenciement économique, il a repris ses études. C'est l'équivalence de bac, il a fait des études d'économie, et il a pu rentrer à l'ENA, intégrer l'ENA, l'École nationale de l'administration, le fleuron des technocrates qui dirigent notre société. Et donc c'était une troisième voie qui était ouverte à ceux qui ne prenaient pas directement une formation initiale comme Sciences Po. Et à l'issue de cette formation, il se voit confier par la Caisse des dépôts et consignations une mission. Il s'agit qu'il aille aux États-Unis voir comment fonctionnaient les fonds de pension américains, avec dans l'idée de faire des fonds de pension français pour que ça rapporte aux Français et pas aux ricains. Mais contrairement à ses collègues issus du même cursus et qui finissent par se plier aux règles du sérail, il ne va pas donner les réponses attendues. Il indique le danger de ce système qui, souvent utilisé pour les retraites par capitalisation, indique le danger parce que souvent c'est de la recherche, enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps, de la recherche de profit à court terme. Et donc, ça entraîne des délocalisations, des pertes d'emplois, et ça scie souvent la branche sur laquelle ceux qui ont souscrit sont assis. Moralité, ben, ils se retrouvent au placard. Mais au placard, quand on a fait l'ENA, on est toujours payé, c'est déjà une bonne chose. Et donc, comme il est issu de la cité des 4000 à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, un territoire particulièrement touché par le chômage, eh bien, il décide de faire un travail très fouillé sur les coûts et les manques à gagner liés au chômage, de quoi financer des emplois plutôt que du chômage. En effet, à l'époque, on entendait souvent qu'un chômeur, ça coûtait 120 KF. C'était des francs à l'époque. Et, mais on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, puis si c'était utilisable de suite, comment on allait pouvoir l'utiliser. Et puis ça coûte. Moi, je ne sais pas, mais je trouve que ce qui coûte, c'est de mettre 20% de la population active sur la touche et de se priver des richesses qu'il pourrait apporter, non? Et puis, une assurance, c'est quand vous avez un risque minime, puis qu'il y a beaucoup de cotisants. Et là, le chômage, plus ça va, plus le risque il est élevé, et puis plus ça va, moins il y a de cotisants. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont décidé de faire cotiser maintenant les retraités. Les actionnaires, ils n'ont pas pensé. Mais les retraités, et c'est vachement important pour un retraité d'avoir une assurance sur le chômage. Et donc, bien entendu, l'assurance chômage serait due simplement à la gestion de budget. D'ailleurs, on peut constater que le nombre de personnes indemnisées est en chute libre. Quand il n'y a plus de pognon pour tout le monde, on s'arrange à en donner un petit peu moins à certains. Et puis, ayant accès donc, à pas mal de données, il va détailler toutes ces sommes allouées au chômage sur l'année 1997 que je vous propose de vous synthétiser, parce que s'il fallait qu'on les voit toutes les unes après les autres, vous imaginez que vous ne seriez pas couchés. Hein. Donc, je vous propose une présentation un peu plus synthétique de cette histoire. Alors, en simplifié, déjà, et les sommes que vous allez reconnaître. Donc, c'est les chiffres qui viennent de la DARES, leur intitulé, c'est donc les dépenses de sous-emploi. Donc, à cette époque, en 1997, les indemnités chômage étaient, alors je les ai transformées en euros, c'était en francs à l'époque, 18 milliards d'euros. Tout ce qui est donc du retrait, incitation, maintien à l'emploi, on trouvait dedans les allocations formation reclassement, le chômage partiel, on en avait pour 3,5 milliards d'euros.
c'est la promotion, création de l'emploi, on trouvait dedans les structures d'insertion par l'activité économique, les contrats aidés. On en avait pour 10,5 milliards d'euros. Et puis, diverses choses que je ne vous détaille pas. On est déjà, donc, à l'époque, à 35,8 milliards d'euros pour ces sommes directes explicites. Mais on a aussi des dépenses qui sont plus implicites, donc c'est toutes les aides aux collectivités locales qui sont liées au chômage, le RMI, les exonérations de cotisations patronales. Vous voyez qu'à l'époque c'était 6,5 milliards, maintenant ça a largement augmenté. Et c'est pas pour autant qu'on arrive au problème du chômage. Trouvez l'erreur. Les formations liées au chômage, des compensations aux collectivités locales et l'apparition déjà des fonds sociaux européens. Tout ça donc pour 30,7 milliards d'euros. Et puis, eh bien, on avait aussi des aides aux entreprises, là aussi ça a augmenté. Les aides à l'agriculture, alors ça c'est ce qu'on appelle des dépenses opaques, parce que si on avait créé de l'emploi dans l'agriculture, je pense que vous seriez au courant, bien entendu, on n'a jamais eu de créé avec ces fonds-là, ça servait à autre chose. Tout ce qui est donc des dépenses indirectes, donc des compensations, quand les gens n'ont plus les moyens, ben c'est sur le logement, famille, santé, insécurité, donc l'APL, API et compagnie. Et tous les régimes sociaux qu'il faut compenser aussi par manque de personnes pour cotiser. Et encore des fonds sociaux européens. Et quand on ajoute tout ça, on est déjà à 105 milliards d'euros. Mais il y a aussi les manques à gagner. Les personnes qui ne travaillent pas, eh bien, elles ne cotisent plus. Et donc ça représentait déjà à l'époque 45 milliards d'euros. Et puis, ben, les personnes qui ne travaillent plus, ben, en termes de CSG, CRDS, ça cotise moins ou peu. Les TVA, ben, on achète moins quand on n'a pas les moyens. L'impôt sur le revenu, ben, on n'en paye plus. Et puis, donc, les réductions fiscales qui étaient prises là-dedans. Et là, on est encore à 60 milliards d'euros. Alors, bien entendu, ces sommes seraient à actualiser. Alors, on le fait toujours avec un décalage, parce que les chiffres de la DARES, c'est toujours sur 3 années auparavant. Mais, comme le chômage et la pauvreté ont continué à augmenter, eh bien, ces sommes ont continué, elles aussi, à augmenter. Donc, on en est, pour l'année 2015, à 141,5 milliards d'euros. Et puis, viennent de sortir aussi les chiffres pour l'année 2016, où on est à 153,3 milliards d'euros. Donc ça continue à augmenter. Et puis, dans les manques à gagner, alors là, c'est une règle de 3 que j'ai faite. Donc c'est forcément inexact, mais c'est sûrement pas très faux. Donc, on peut constater qu'avec ces 220 milliards d'euros, si on partait sur la base d'un salaire moyen de 1 000 euros brut, donc sur un coût annuel de 36 000 euros, eh bien, on aurait de quoi financer plus de 6 millions d'équivalents temps plein. C'est énorme. C'est énorme. C'est plus que le nombre de chômeurs, toutes catégories confondues. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé d'accélérer l'immigration. Hein. On parlait à Miss Marine, ça devrait lui plaire. Ou alors, peut-être qu'on pourrait arrêter le CICE, parce que il n'aurait créé ou sauvé que 100 000 emplois. Alors là, il y a des chiffres qui diffèrent. Hein. Il y en a qui disent que c'est sur une année, il y en a d'autres qui disent que c'est depuis le début. Ça le fait quand même, dans le col le moins cher, ça fait quand même 200 000 euros l'emploi. On se demande bien où cet argent il part. Eh bien, je ne sais pas, Macron pourrait se dire que peut-être il faut arrêter ça. Eh bien non, il le double sous la forme d'exonération. Mais c'est la même chose qu'il fait. Il le double, 40 milliards il va mettre là-dedans. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de repérer les entreprises qui vont utiliser ces exonérations-là, parce que normalement, le cours en bourse devrait largement augmenter. Et puis, de plus, dans ces études, il y avait de nombreuses rubriques que l'on n'avait pas pu renseigner, parce que c'est difficilement chiffrable. Par exemple, le coût de la santé lié au chômage. C'est sûrement pas mal. Mais aussi le coût de la santé lié à ceux qui restent au travail et se battent pour garder leur emploi et finissent parfois en burn-out.
Vous savez, moi, dans la structure que je gérais avant de finir ma carrière, on est passé justement des subventions, de rapports de mission de service public à des mises en concurrence. Résultat, on travaillait le soir et les week-ends pour répondre aux appels d'offres. Les bornacs, ils arrivent aussi comme ça. Sans parler d'autres métiers, il y aurait à peu près un tiers des soignants qui seraient en burn-out ou limite burn-out. Mais, me direz-vous, toutes ces sommes ne peuvent pas être mobilisées comme ça du jour au lendemain. Certes. Mais si l'ensemble des employeurs le disent, a priori, ce qui les fait embaucher, c'est les commandes. Ce n'est pas les exonérations. Maintenant, si on leur donne les exonérations, ils les prennent quand même. C'est surtout aux plus grands que ça sert. Donc forcément, on pourrait déjà utiliser ces sommes-là, puisqu'elles ne servent pas à créer de l'emploi. Et au fur et à mesure que des gens sortiraient de l'emploi, du chômage pour remplir d'autres missions, avoir des emplois, eh bien on pourrait récupérer ces sommes-là. On serait dans une sorte, si vous voulez, de cercle vertueux qui permettrait petit à petit de récupérer toutes les sommes que je vous ai indiquées précédemment. Mais ce n'est pas tout. Une étude complémentaire qui avait été faite par un économiste, Denis Stockley, avait montré que les emplois ainsi recréés généreraient des emplois induits et non délocalisables pour la plupart. Pourquoi? Quand des gens n'ont plus d'argent, ils n'ont même pas de quoi réparer leur voiture, ils n'ont pas de quoi acheter des produits locaux, de partir en vacances, la possibilité aussi d'améliorer leur habitat. Donc tout ça, c'est des emplois qu'on ne peut pas délocaliser. Et puis, il y avait aussi, bien entendu, l'évasion fiscale, qui permettrait de récupérer pas mal de sommes. Donc tout ça, c'est pour montrer que le problème du chômage, c'est tout sauf un problème de pognon. Ça, c'est clair. Sauf un problème de ressources humaines non plus, puisqu'on a plein de gens qu'on a mis sur la touche. Et pour ceux qui croient encore que c'est le capital qui crée de l'emploi, je parle notamment pour toi, Emmanuel, qui vient de dire que le chômage de masse serait dû en France parce que les travailleurs sont trop protégés. Dixit. Rappelons ce que disait il y a bien longtemps un barbu nommé Marx. Le capital, c'est du travail mort. Ça veut dire que c'est un travail qui a eu lieu et dont la partie qui reste, qui n'a pas été distribuée aux salariés, eh bien, elle est à la disposition du capitaliste qui en fait ce qu'il veut. Soit eh bien, pour avoir un yacht plus haut celui de Bolloré, soit pour investir dans d'autres affaires juteuses, pour moderniser, pour payer les lobbies, les pots de vin. Donc le plus souvent, pour travailler dans le luxe, plutôt que d'utiliser cet argent pour le bien-être des travailleurs. C'est donc bien le travail que l'on fait maintenant qui crée les richesses d'aujourd'hui et l'environnement de demain. Mais que font nos élus alors? Ah, eux, ils ne parlent que d'accompagner. Faire un accompagnement renforcé pour ces chômeurs, un accompagnement personnalisé. Et il n'y a pas assez de besoins non satisfaits qu'au lieu de leur proposer un job, on leur propose une armada d'accompagnateurs. Passage un peu violent de mes pensées utopiques à la réalité. Sans emploi, j'ai fini par trouver un travail qui consistait à s'occuper des plus démunis que moi. Je dirige une structure d'insertion par l'activité économique dans laquelle il y a une AI et je développe une TTI, des ACI, des EI, enfin, tous ces trucs avec le I, ce mot insertion qui leur colle à la peau. Des petits boulots chez les particuliers à la réponse à quelques besoins collectifs. L'idée, elle est de remettre en selle ces chômeurs. Parce que les représentations que véhiculent les médias, mais que parfois on finit nous aussi par reproduire, eh bien, elles focalisent le problème du chômage sur l'individu. C'est parce qu'il n'est pas assez formé. Il faut lui refaire son CV, sa lettre de motivation. Il faut le relooker pour qu'il puisse trouver du travail. Le réhabituer au rythme du travail. Lui apprendre à traverser la rue pour en trouver quand même.
Et puis, si ça ne marche pas, le sanctionner, le contraindre à accepter n'importe quel travail, le ployer pour qu'il s'adapte à l'emploi. Et oh, on repart au boulot. Et oh, il faut que tu t'insères. Alors, on recherche des besoins non satisfaits, on les solvabilise par des incitations fiscales, des financements publics, mais toujours dans un contexte de précarisation. Des contrats aux durées courtes, des temps partiels, des formations courtes et souvent du droit du travail à la baisse. Par exemple, les associations intermédiaires, elles ont permis à des personnes qui travaillent au noir chez les particuliers d'avoir un vrai salaire, à peu près, en tout cas des cotisations salariales, et puis pour ceux qui les embauchaient, d'avoir quelques incitations fiscales, enfin, pour ceux qui payaient des impôts. D'ailleurs, à ce propos, cette structure, quand je suis arrivé, les statuts étaient très clairs. Vous savez, dans les statuts, il y a toujours un endroit où c'est marqué « objet ». Eh bien là, c'était marqué « trouver du travail pour des chômeurs pour une somme modique ». Tout était dit, là, déjà. Et puis en plus, on fait concurrence à des structures comme les mutuelles ou les ADMR, qui proposant des conditions de travail meilleures, reconnaissant par exemple le temps de trajet comme temps de travail, eh bien, elles sont forcément un peu plus chères. Mais bon, puisque la responsabilité du chômage, elle est sur l'individu, il devrait déjà être bien content qu'on lui trouve du travail, non? Dans ce contexte, comment exercer son métier avec éthique? Bien accueillir, prendre le temps d'écouter les gens, les driver sur l'ensemble, le labyrinthe des ailes auxquelles ils pourraient prétendre. Ouvrir la parole en tentant d'éviter toute forme de culpabilisation, mettre en place des formations, faire avancer quelques personnes sur la représentation qu'elles avaient d'elles-mêmes quand on les affuble du terme en insertion. Et puis aussi faire avancer les employeurs et les particuliers sur cette notion d'insertion où ils confondent souvent insertion et réinsertion. Sous-entendu des anciens taulards, des repris de justesse comme Aurélie Coluche. Mais au bout d'un moment donné, tu te demandes si tu finis pas par être un rouage bonne conscience d'un système qui crée du chômage, mais qui a besoin de garder un volant de main-d'œuvre disponible pour l'effectuation du marché, et puis pour essayer d'éviter délinquance et révolte dans les quartiers. Car comme dit l'adage, l'oisiveté est la mère de tous les vices. D'ailleurs, j'ai connu une structure d'insertion qui marquait sur ses plaquettes « Travailler pour nous, c'est acheter des parts de paix sociale ». Là encore, tout est dit. Ils géraient le parking de ceux qui avaient encore de quoi avoir une voiture. Comme ça a évité qu'ils se fassent cambrioler dans leur voiture. Comment vous dire? C'est un petit peu comme le jeu des chaises musicales. Vous êtes dans une compétition, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Alors à travers ces outils d'insertion, au mieux, vous pouvez changer la donne des gagnants. Et puis, de la culpabilisation de l'individu sur sa responsabilité d'être au chômage, une tendance des financeurs se profile et pointe l'inefficacité des structures d'insertion. Si vous n'atteignez pas 30% de retour à l'emploi, on vous sucre une partie de la subvention. Nos structures, au mieux, elles peuvent répondre à quelques besoins, amortir les dégâts sociaux, mais elles ne peuvent pas apporter la gestion des ressources humaines à l'échelle d'une nation qui, par la création d'emplois, permettrait d'améliorer les conditions de vie de tout le monde. Et puis, ça fait 30 ans que les structures d'insertion, elles innovent, elles accompagnent, elles préparent les plus cassés, elles sont capables de reprendre un emploi. Alors, merde, les députés et puis les sinistres créent les conditions d'une société où il y aura de la place pour tout le monde, que personne ne se retrouve le cul par terre, non? Ça sert à ça aussi le volet, à se défouler après le boulot des fous. Mais alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Pas une formation encore sur ce coup-là, mais pris dans cette contradiction,
je milite de plus en plus pour une association qui s'appelle Un travail pour chacun, qui a été créée par Jacques Nikonov. Vous en avez entendu parler? Eh non. Nikonov, mais pas la structure, hein, pas l'association. C'est déjà bien, de moitié bon. Non, mais il est déjà attaqué. Ah, ben c'était après ça. Il a été d'abord dans ce mouvement, Un travail pour chacun. Bon, certes, juste quelques centaines de militants, et pourtant, on en avait fait des conférences, des publications. On avait même sorti un livre, Chômage, nous accusons, un siècle après le J'accuse de Zola, dans l'idée d'exhorter les intellectuels à se mobiliser contre cette injustice sociale que représente le chômage. Mais les grands médias, ces nouveaux chiens de garde de la pensée unique, ben, ils n'ont jamais relayé. Autant on pouvait trouver à la main sur tous les tableaux pour parler, sur tous les plateaux, je veux dire, pour parler de la mondialisation heureuse, mais par contre, nous, on n'a jamais eu le droit d'y passer. Pourtant, déjà depuis longtemps, le problème de l'emploi est considéré comme le problème majeur de tous les sondages, le problème majeur des Français. Rappelez-vous, enfin, c'est une chose que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Un gaulliste des années 70 déclamait « Si le chômage devait atteindre le chiffre fatidique d'1 million, ce serait le chaos. À 6 millions, on en est rendu où? C'est la fin du monde? Ou peut-être les gilets jaunes, à savoir. » Et puis, ben on avait profité de cette dissolution de l'Assemblée nationale en 98, merci Chirac, pour... 9-7, en tout cas, les élections ont eu lieu en 98. Hein. Non? 97? Oui. Ben, je rectifierai, c'est promis. Merci. Eh bien, comme quoi, hein, la mémoire, je vous l'avais déjà prévu. Donc, pour interpeller les candidats qui se présentaient en leur proposant justement de plutôt financer de l'emploi que du chômage, pour répondre à tant de besoins un peu ou mal satisfaits, et pourquoi pas un peu de réduction du temps de travail. Nombre de candidats, la plupart de gauche, mais aussi pas mal de gaullistes, ont répondu positivement à notre demande en disant que s'ils étaient élus, bien entendu, ils feraient tout pour le mettre en œuvre. Ça, c'est des promesses, hein. Ça n'engage que ceux qui les écoutent. Et bien, ça n'a pas fonctionné parce que le gouvernement Jospin, avec Martine Aubry, ils avaient déjà prévu leur programme. Et puis on n'était pas dedans. Alors, ce qu'ils avaient prévu, c'est notamment la RTT. Une RTT qui a principalement servi les grosses entreprises qui ont pu négocier la flexibilité, et puis qui déjà, pour la plupart d'entre elles, n'étaient pas à 39 heures. Donc ça leur faisait un petit peu moins à changer. C'est-à-dire que plus l'entreprise est grosse, plus il est facile de négocier les conditions de travail avec les syndicats. Et donc on ne sait pas combien ça a donné d'emplois. Si c'est 10 000, 30 000. Alors les socialo-optimistes, eux, ont été jusqu'à 150 000. Et oui, un optimisme à toute épreuve, les socialistes. Quand l'objectif de réduire le taux de chômage ne fonctionne pas, ils se glorifient d'avoir inversé la courbe de tendance. En gros, ça augmente toujours, mais moins vite. Et puis, si on réfléchit bien, 10% du temps de travail, 20 millions de personnes à ce moment-là en population active, sans penser qu'on pouvait atteindre 2 millions d'emplois, on aurait pu quand même espérer autre chose que ça. Donc, très souvent, ça a donné le fait, surtout à une petite structure, d'être le même nombre à faire le même travail en moins de temps, et donc de bosser un peu plus. Et même pire que ça, dans beaucoup d'entreprises, c'est tous les temps de pause, tous les temps de... Imaginez-vous l'école si on supprimait la récréation, quoi. Plus personne ne nous aurait y aller. Enfin bon. Et puis ils ont fait aussi des emplois jeunes, qui répondirent eux à des vrais besoins, dictés par l'État, et qui étaient uniquement sur du temps plein, donc c'était pas évident. Prenez par exemple le sport, ça favorisait les gros clubs, mais tous les petits clubs où il y aurait juste besoin de monde pour le mercredi ou le samedi, là il aurait fallu quelque chose, je ne sais pas, du style d'une délégation comme il y a
y a des délégations syndicales, il y aura une délégation associative pour aller s'occuper des gamins. Je pense qu'il y a des gens qui sauront que donner un petit souffle d'air dans leur métier aussi, quoi. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont choisi. Alors ça a néanmoins permis aux moins de 26 ans d'avoir une première expérience professionnelle, ce qui n'était pas facile. Mais pour les autres, tant pis. Et puis aucun des candidats qui s'étaient prononcés en faveur de nos propositions n'ont eu le courage, une fois qu'ils ont été élus, de s'affronter au gouvernement, peut-être de peur d'y jouer leur carrière. Je pourrais vous citer des noms, mais bon, on n'est pas là pour la délation. Et puis la France, gagnant la Coupe du Monde en 1998, selon le bon adage « donner l'or des jeux et du cirque, ils ne s'occuperont pas de politique », enfin, je ne suis pas sûr que ça va marcher ce coup-ci. Nos propositions, elles tombèrent aux oubliettes. Et on en parlait tout à l'heure, les énergies se mobilisèrent pour la taxe sur les transactions boursières, financières. Lorsque j'évoquais ça auprès de fonctionnaires, de membres du PS, de cadres, alors suggérant que peut-être que le chômage était voulu, voire organisé, ils ironisaient en me renvoyant à la chimère de la théorie des complots. Non, bien entendu, les réunions des dirigeants des grandes multinationales, ça n'existe pas. Les lobbies non plus. Le Dolder, cette réunion des grands groupes pharmaceutiques, qui a été reçue en grande pompe par M. Macron, au même moment où Sanofi, ayant touché plein de crédits pour recherche, licenciait 3000 chercheurs. Oui, quand vous externalisez les principes de précaution et le temps de vérifier si les médicaments ne font pas de mal, ça permet de gagner du temps. Puis le temps, c'est de l'argent. D'ailleurs, petite anecdote, il se trouve qu'ils ont une usine dans la région de Lac, et que c'est une des seules entreprises du coin, personne ne peut protester sur le fait qu'elle a beaucoup de rejets qui sont très nocifs. Beaucoup de femmes ont perdu leur enfant pendant leur grossesse, il y a eu beaucoup de cancers, de montées de cancer là-dedans, mais bon, c'est l'omerta, on va perdre le boulot. C'est extraordinaire parce que vous rendez malade des gens et vous produisez des médicaments. C'est un puits sans fond, quoi. Et puis, il y a tout ça, bien entendu, c'est des fake news, sûrement. Et puis la rencontre un mercredi par mois, dans un resto chic, de journalistes, de pseudo-experts, de personnalités politiques et de patrons multinationales. C'est pas du complot, ça. C'est juste la certitude d'une réussite sociale en adoptant un langage politiquement correct. Allez, je ne résiste pas à vous dire quand même ces petites anecdotes. Michel Field, ça vous dit quelque chose? Quand on lui posait des questions quand il était jeune, avec plein de cheveux et de la morgue, on lui disait « Jusqu'où iriez-vous pour défendre vos idées ?»« Jusqu'à la lutte armée !» Eh bien maintenant, il y bouffe dans ce restaurant, un mercredi par mois. Mais si on peut penser que les plus puissants cherchent toujours à le devenir encore un petit peu plus, qu'est-ce qu'ils auraient mis comme moyen en œuvre pour générer un chômage de masse sans que la machination soit quand même trop visible? Eh bien, tout d'abord, dès 1972, avec un décret qui est passé en 1973, si je me trompe, vous me dites, c'est possible. Eh bien, Giscard, qui était ministre des Finances, sous Pompidou, un ancien de la banque Rothschild. Ah oui, un ancien de la banque Rothschild. Est-ce que ça se répéterait par Jupiter? Eh bien, il interdit donc à l'État et aux collectivités territoriales de faire de la création monétaire en empruntant à 0% à la Banque de France pour des projets collectifs et en les obligeant à passer par les banques privées, leur permettant ainsi de s'enrichir selon la bonne équation coluchienne: moins tu peux payer, plus tu payes, un taux d'intérêt élevé. Exit l'intérêt d'investissement. Seul le critère, la capacité de remboursement. Bien, écoutez, c'est pour ça qu'il n'y a plus de notion d'égalité sur le territoire. Si vous avez une commune riche ou un département riche, eh bien, en plus, vous allez obtenir de l'argent pas cher. Si vous êtes dans un département ou une commune pas riche, eh ben, on vous prêtera plus cher. D'ailleurs, c'est la même chose au niveau de l'Union européenne. Nous, la France, on emprunte à beaucoup moins cher que la Grèce. D'ailleurs, des fois, on emprunte pour
en prêter à la Grèce, un peu plus cher quand même. Vous voyez la justice. Et donc, avant, effectivement, les États, les collectivités territoriales, ils investissaient pour des projets d'utilité, sans souci du retour pour investissement. D'ailleurs, quel retour sur investissement on peut calculer sur un rond-point communal, sur une école, sur une prison, sur un tribunal, sur un laboratoire de recherche fondamentale? Puis, un service public, ça n'a pas pour raison d'être rentable, ni de rechercher un équilibre financier. Imaginez-vous s'il y avait plus d'incendies une année et on disait, ben non, on a cramé tous nos budgets, donc tant pis, on laisse faire l'incendie, quoi. Et puis, si on laissait mourir des gens, si on avait dépassé le budget santé. Et puis, si on n'isolait pas les bâtiments, et on continuait à gaspiller l'énergie. Voilà tout le genre d'incohérence qu'on trouve actuellement. Mais, le déficit augmentant, il fallait créer une règle simple, empreinte de morale. Et là, c'est Mitterrand et Fabius qui, se disant quand même que le problème du déficit et de la dette est un vrai problème, ils demandent à un chargé de notes conjoncturelles qui sortait de l'ENSAE, l'École nationale supérieure statistique et de la recherche, et lui dit, trouve-nous quelque chose, mais un truc simple, mais qu'on sache que ça, il ne faut pas le dépasser. Et ce monsieur Abeille, c'est son nom, hein, il se gratte bien la tête, il réfléchit bien, puis raconté par lui-même cette histoire. Il finit par se dire, parce que vous savez, les statisticiens ils font des tas de rapports, des taux, des trucs, des machins, et il dit, et si je mettais le déficit qui est prévu, donc le déficit public, c'est-à-dire la différence entre les recettes publiques et les dépenses publiques, hein. Si je faisais ce déficit, qui était à peu près à 100 milliards prévu pour l'année 82, et si je le divisais par le PIB, ça fait 3300 milliards, 3,3. Ah, c'est un homme qui avait quelques croyances en plus. Des trois, c'est quand même beaucoup mieux, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est sur ces bases-là que l'histoire du 3% est arrivée. C'est extraordinaire quand même. Créer un rapport entre un déficit public et un mauvais calcul du comptage des richesses créées dans une année, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Il le dit lui-même, maintenant qu'il est à la retraite, il ne faut exagérer non plus dans les risques. Aucune analyse économique, aucune référence au chômage, aucune référence à la création monétaire refilée aux banques. Aucun constat ni analyse comme quoi cette barre des 3% devait servir à diminuer la dette publique. Regardez comme elle a diminué, elle a même dépassé en pourcentage du PIB. Et on amalgame la gestion des budgets publics avec celle des ménages et des entreprises. Avec, en martelant, quand on emprunte, il faut rembourser, hein. Autrement on va où là quand même? On va rembourser, certes, mais on va rembourser quoi? Vous noterez que là, la dette elle correspond à l'investissement en fin de compte. Hein. Et donc on investit de moins en moins. Et pourquoi? Parce qu'on rembourse de plus en plus d'intérêts. Et cette norme s'est étendue à toute l'Union européenne, avec cerise sur le gâteau, une banque centrale européenne indépendante de tout État, donc de tout ce qui restait de démocratie, et dont la doctrine, c'est lutter contre l'inflation. Et dans ce système, commence le déficit des nations, et notamment de la France, et la théorie du NERU, qui va accélérer le chômage de masse. Bien joué, hein. Le NERU. Alors, qu'est-ce que le NERU? Non-Accelerating Inflation Rate Unemployment. Ça le fait bien, hein, dans une conversation mondaine. En gros, c'est une théorie qui dit que le danger, c'est l'inflation. Et sa valeur d'ajustement, c'est le chômage, ce fameux chômage qui serait incompressible. On le retrouve à ce moment-là. Et donc, on pourrait se poser la question, à quoi ça sert de faire tant de politique de l'emploi si on dit qu'il faut qu'il y ait du chômage?
Comment ça fonctionne? Mais quand tu es dans un système de plein emploi, donc tu as le choix de ton travail. Et si tu fais un travail répétitif, mal payé, avec des conditions de travail de merde, je crois que vous en connaissez. Oui. Allez, citez-moi-en quelques-uns. Travail à la chaîne, l'agroalimentaire, les 3-8, le service à la personne. Ben, si tu as le choix, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'en changes. Et s'il faut quand même des gens pour travailler sur ces secteurs-là, eh ben, on est obligé d'améliorer les conditions de travail. Donc ça augmente le coût de l'emploi, qui souvent est répercuté sur les prix des biens et produits, et donc ça crée de l'inflation. Et l'inflation, c'est pas un truc qui est super pour les actionnaires, c'est un décalage dans leurs revenus, ça ne leur plaît pas bien. D'ailleurs, habitant Crest, cette cité, nous avons cet immense bonheur d'avoir M. Hervé Mariton comme maire. Eh bien, cette chère personne s'est opposée violemment au mouvement Un travail pour chacun. Et il a confirmé cette théorie du verrou en organisant une conférence de presse à Crest sur la base d'un document de la DARES, sans signataire, sans destinataire, mais ça, il avait déjà été condamné une fois pour usage écriture de faux, mais il avait été condamné à un franc symbolique. Et la justice, c'est pas la même pour tout le monde. Hein. Et ce document de la DARES, de 6-7 pages, disait que nos chiffres étaient justes. Ben, oui, c'était les leurs. Hein. Vous ne pouvez pas dire autrement. Quoi. Mais par contre, ils indiquaient le danger. Ils disaient que, selon l'effet Phillips, une brusque remontée du nombre d'emplois augmenterait le coût du travail et rendrait nos exportations moins faciles. Donc, nécessité qu'il y ait un chômage de masse. Donc, si la doctrine, c'est qu'il ne faut pas d'inflation, forcément, le chômage, il grimpe. Et du coup, la peur du chômage fait que tu acceptes n'importe quelle condition de travail, porte ouverte à l'ubérisation actuelle. Et avec un coût du pétrole peu élevé, au mépris des problèmes environnementaux, bien, si ça gueule un peu trop dans l'entreprise, on délocalise. On délocalise et au nom de la liberté, enfin, celle du renard dans le poulailler. Là, les salariés acceptent d'être moins payés et d'avoir moins couvert, en tout cas par un régime de sécurité sociale. Allez, tous en chœur. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Chanson des Charlots, reprise dans le film de François Ruffin, qui illustre tellement bien la stratégie des patrons cotés en bourse. Conséquence, eh bien, moins de travail, moins de richesses créées, moins de rentrées sociales et fiscales, déficit de l'État, la faute à trop d'État, trop de dépenses publiques. Donc, on diminue les financements en direction des collectivités territoriales, on diminue les financements en direction des associations, ça diminue par effet les dépenses marchandes, la spirale négative est en marche. Et à qui on demande de se serrer encore un peu la ceinture? Aux travailleurs. Et qui on montre à la vindicte populaire les tricheurs des aides sociales, les chômeurs, les migrants, les femmes qui doivent rester au foyer. Autant de choses, des vieilles recettes qui construisent le chemin vers l'intolérance et le fascisme. Diviser pour mieux régner. Monter une catégorie contre une autre. Les patrons contre les petits patrons contre les ouvriers. Les travailleurs contre les chômeurs. Le privé contre le public. Et avec tout ça, on oublie la lutte des classes. Enfin, pas tout le monde. Pas tout le monde. Warren Buffett, un milliardaire américain, a indiqué si, la lutte des classes existe toujours. Nous sommes en train de la gagner. Et puis, on annonce 350 millions de triches sociales. C'est pas beau, ça. Mais on cache, selon les études, de 4 à 10 milliards de non-recours aux aides sociales. C'est des gens qui ne savent pas qu'elles existent, ou il faut passer par Internet, c'est trop compliqué, ou même des fois, ils ont honte de les demander. Et puis, on s'indigne
de 80 milliards d'évasion fiscale, mais on ne fait pas grand-chose. Marianne, de septembre 2018, annonce que l'on serait à 100 milliards même. Et ils expliquent ça notamment par la suppression de 3100 suppressions de postes et de contrôleurs. Et Michel et Monique Pinson-Charlot indiquent eux qu'il y a eu 30 000 emplois supprimés à Bercy depuis l'année 2000. La Cour des comptes et même une enquête parlementaire avec un député de la République En Marche s'en inquiète. Alors on embauche qui? Avec des contrôleurs pour lutter contre la triche sociale. Trouvez l'erreur. Et pendant ce temps-là, les dividendes et les actions grimpent, les profits augmentent. Et puis, la part du salaire, elle diminue. Excusez-moi. Et puis les hommes politiques, les médias, continuent à répandre l'idée que tous les autres pays ayant baissé leur taux de chômage en privatisant et en libéralisant le travail, jusqu'où l'immobilisme et l'état-providence de la France vont la faire perdre sa place dans le monde. Et moi, ma place dans ce monde, c'est-il où je pourrais être utile? Trouver du sens à mon métier? Mais alors, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Une formation. Ça fait un petit bout de temps là déjà, ça me manquait un peu. Mais quelle formation? Écoutez, ce que je sais faire, c'est gérer les établissements, gérer du personnel, faire de l'animation, mais revenir vers le tourisme, ça fait 15 ans que j'ai quitté ce métier-là. Puis bon, maintenant je suis installé à Cré, j'ai pas envie d'en changer. Qu'est-ce que je pourrais faire? Les vieux, il y en a de plus en plus. Puis les maisons de retraite, il y en a partout. Et puis, j'ai juste à trouver une formation sur les législations attenantes et le secteur des personnes âgées, et puis ça devrait le faire, quoi. Et puis, participer à rendre plus douce la vie de nos aînés, ça a du sens. Et puis, ça sera bientôt mon tour. Bon, entre l'intention et la réalisation, la validation de mon projet en rencontrant des directeurs, et donc cette rentrée dans ce DESS AGIS, Action Gérontologique et Ingénierie Sociale, formation très bien au niveau des valeurs, tant qu'au niveau des connaissances, eh bien, il y a eu presque 5 ans. Et puis la loi 2002, qui devait améliorer la bientraitance de nos aînés, qui devait. Si vous suivez l'actualité, c'est pas vraiment ça qui se passe. Dans le cadre d'un stage pratique, je décide d'accompagner une nuit l'aide-soignante et l'ASH dans cet EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au GMP très élevé. GMP, GIR moyen pondéré. GIR, groupe ISO-ressources. Bon, ça ne vous parle toujours pas plus. Hein. Bon, en gros, c'est un établissement où il y a un niveau de dépendance très élevé, quoi. Et il est minuit. On fait une première ronde pour changer les protections. Eh oui, respect dans les mots, on ne dit pas couche. 50 changes à faire 2 fois dans la nuit. On toque à la porte, on allume la lumière. Allez, monsieur Dupont, on vient pour vous changer. Hein. Donc, on retire le drap, on enlève la protection, on le tourne, parce que le pauvre, il est tout en Z, là, il ne peut plus bouger. On le retourne, on remet la fin, on le retourne, on replie le drap. Il est là qui nous regarde avec son regard bleu perçant. À tout à l'heure, monsieur Dupont. Il n'aura peut-être pas d'escar, mais 2 fois par nuit, il vivra cette intrusion violente. Pas de lumière tamisée, pas le temps de prendre le temps. Pourtant, la loi 2002, elle dit la chambre est la demeure de la personne âgée. On y doit la même attention si on frappait à la porte de sa maison. Et puis, on doit l'aider à faire. On ne doit pas faire à sa place. On doit respecter le rythme et l'intimité. Je remplace une directrice d'EHPAD
entre la convention tripartite, la subvention de l'État pour les soins et la subvention du département pour la dépendance, l'un et l'autre se battant pour en donner le moins possible, et nous pour essayer d'assurer le travail et un brin de bien-traitance des personnes. Les protocoles hygiénistes avaient cerise sur le gâteau l'apparition de légionellose dans l'établissement, et pas plus de personnel pour autant pour la gérer. Et puis les plannings remplaçants, parce que je peux vous dire que le turnover, il y en a, et des arrêts maladie, il y en a. Les départs et arrivées, les familles, il faut prendre le temps de recevoir, l'optimisation du remplissage de l'établissement, tout en essayant de respecter le temps du deuil, quand on peut. On est loin du programme d'établissement affiché, et ça, c'est pas la faute du personnel, c'est bien l'organisation et les moyens. Je file du bureau à la cuisine. Bonjour, monsieur Dupuis, ça va? Bonjour, madame Desjours. Madame, vous allez... Je suis déjà rendu à la cuisine qu'ils n'ont pas eu le temps de me répondre. Et moi, encore moins de les écouter. Du 3 en 1, où j'aimerais bien ne pas sacrifier l'humain à la bureaucratie. 5 jours à courir. Les astreintes de nuit, de week-end. Le sentiment d'être de nouveau impuissant à vivre et à faire vivre mes valeurs. Leur donner des camisoles chimiques en guise d'humanité. Et le tout pour 2150 € brut. C'était juste 5 mois de remplacement, 5 ans pour arriver à mon objectif, et le sens qui m'échappe encore. Après, j'ai eu l'opportunité d'un petit passage dans le milieu de handicap. J'ai rebondi sur une mission portée par un IME, un institut médico-éducatif, développer l'accueil familial pour personnes handicapées. C'était un projet qui avait été concocté par un président de conseil général, sans prendre en compte l'avis de son service handicap. Puis il lui avait échappé une nouvelle loi, une nouvelle réglementation, qui était provenue d'un lobby. C'est sous prétexte d'améliorer le statut des accueillants familiaux, c'est vrai qu'ils bossaient 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, eh bien, ils avaient voulu calquer ça sur un statut de salariés, un peu comme les accueillants familiaux pour enfants, et donc avec des bâtiments qui permettaient donc d'avoir 3 personnes handicapées et la possibilité d'un remplaçant par rotation avec plusieurs bâtiments comme ça. En fin de compte, c'était simplement un lobby d'immobilier qui avait, par ce moyen-là, le moyen de construire pas mal de... Il disait que normalement, s'il faisait ça sur toute la France, ça serait assez juteux. Et il faisait en plus miroiter, en passant par Pôle emploi, que les gens pourraient bien gagner leur vie là-dedans. Alors vous savez, quand vous êtes au chômage et que vous cherchez désespérément des issues, on vous parle de ça, ça y est, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Simplement, les conseils généraux, ils délivrent éventuellement un agrément s'ils sont sur la personne, des fois un deuxième ou d'un certain temps, et parfois un troisième, et encore pas tous les départements. Et eux, ils leur faisaient miroiter, ils gagneraient tout le temps le salaire pour les trois accompagnements. Et puis en plus de ça, les autres accueillants familiaux, eux, ils recevaient chez eux. Alors, la plupart du temps, ils ne prenaient jamais de vacances. Quand, des fois, exceptionnellement, la personne handicapée pouvait elle-même en prendre, ils pouvaient enfin en avoir, mais la plupart du temps, jamais. Donc comment leur concevoir 87 jours de vacances sur les 365 s'ils sont chez eux? C'est une mission impossible. Donc j'ai été payé 2 ans et un trimestre pour un projet mort-né, juste en essayant de me rendre utile aux autres services de l'IME. Et on me dit, il n'y a pas un emploi qui ait du sens. Mais alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Pour une formation, j'ai 55 ans, c'est déjà bien beau si je retrouve un travail. Alors j'ai fini par trouver la direction d'une association qui regroupait les activités de 3 associations, qui déjà financièrement ne pouvaient plus s'assumer, sur les politiques handicap, insertion, formation. Et loin des individus concernés, j'ai nagé dans un environnement où il fallait faire plus avec moins.
On passait d'un univers de délégation de mission de service public à une concurrence tous azimuts systématique. Des subventions conventions aux appels d'offres. Merci OMC, Union européenne, traité de libre-échange. Boulot alimentaire, sans autre motivation que de sauver les emplois des collègues en ayant abandonné l'idée de trouver du sens dans mon travail. Et pire, de moins en moins d'énergie pour militer. Je ne veux plus travailler, je ne veux plus votre société, je veux seulement la changer, et puis rêver. Et toujours, c'est un petit détournement de Pic Martini, pour ceux qui l'ont reconnu, et toujours ces politiques de gestion des conséquences. Jamais d'analyse des causes. Jamais le risque de sortir du cadre existant. Ah, le cadre, le cadre. Ne soyez pas dans une posture dogmatique et idéologique. Soyez dans un pragmatisme réaliste et opérationnel. Sous peine d'entendre, lui il est encore dans l'idéologie. Souvent implicitement dit dans les théories obsolètes du communiste. Ou s'ils en ont après les écolos, il veut nous faire revenir à l'âge de pierre celui-là. Et de cette imagination bridée, dans ce cadre étriqué, eh bien on s'évertue à rechercher des solutions innovantes et concrètes, d'où ne peuvent découler que des mesures et des actions correctives des conséquences de cette mauvaise organisation de notre société, qui ne s'attaquant jamais aux causes, vraiment plus de chance de les résoudre. Mais le libéralisme, le capitalisme, cette liberté du renard dans le poulailler, ça ne serait pas des dogmes, ça aussi, des idéologies. Et puis en plus, c'est des dogmes qui se fondent sur les penseurs en occultant une partie de leur discours. Regardez, écoutez plutôt. Par exemple, Adam Smith, le père du libéralisme et de la main invisible du marché. Il dit dans La richesse des nations: c'est scandaleux que les employeurs s'entendent sans arrêt pour maintenir les salaires bas et qu'en même temps, quand il y a des grands mouvements ouvriers pour réclamer, eux vont se coaliser pour demander au gouvernement qu'ils soient dispersés par la force. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Moi, je trouve que c'est bien actuel, cette histoire. Et puis, il disait aussi, la logique d'un marché libre et concurrentiel, elle ne doit pas s'étendre à la sphère financière. C'est-à-dire qu'en gros, il n'aurait pas fallu privatiser toutes les banques. Et puis, il y a Léon Walras aussi, un économiste du 19e siècle. Et lui, il a développé donc la théorie de cet équilibre général de la concurrence pure et parfaite. Mais s'il a dit, il faut mettre en place une concurrence en facteur privé, parce que ça fera la meilleure qualité au meilleur prix, et donc ça sera bon pour le consommateur. Eh bien, il a aussi rajouté, attention, ça ne marche pas toujours, notamment dans les cas où un seul réseau d'exploitation est plus rationnel que deux. Dans ce cas-là, il faut un monopole d'État. De quoi il parlait? Des rails, des routes, de l'électricité, de l'eau, des barrages, des mines, des aéroports, tout ce qu'on est en train de privatiser. Mais les médias et les hommes politiques, les références, c'est juste ce qui les arrange. D'où l'intérêt de faire un petit peu d'éducation populaire. Et enfin, si des idéologies, elles se fondent sur la fraternité et l'égalité. Vous savez, là, ces valeurs qu'on trouve sur le fronton de nos mairies, même des fois des écoles. Est-ce que forcément vont découler des politiques dictatoriales? Pourquoi? Si la philosophie est une activité de l'homme qui consiste à se poser des questions sur la place de l'homme dans le monde et sur le sens de la vie, à y réfléchir, est-ce que c'est si dangereux que ça pour l'humanité? Est-ce que sciemment mettre des personnes sur la touche, ça ne ressemble pas à un crime social organisé contre l'humanité lorsqu'on vous ôte la possibilité d'être utile, la reconnaissance sociale, et qu'on ajoute
à la pauvreté, la honte. Est-ce que stigmatiser les laissés pour compte, c'est pas la porte ouverte à la peur des pauvres? Et même dans le militantisme, quelle difficulté il y a à sortir du cadre. Sortir de l'opposition à la dernière loi qui, après compromis, se traduira par un recul de l'humain au profit du capital. Pourtant, ce qui est capital, c'est l'humain. C'est vous, c'est nous. Si le travail est une activité de l'homme pour répondre à ses besoins, allons-nous laisser la main invisible du marché, plutôt la main très visible du profit, déterminer et définir les besoins à notre place? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer ensemble un monde dans lequel chacun aurait sa place et nous pourrions identifier ensemble nos besoins de façon citoyenne? Puis ça n'a pas de sens de chercher du travail pour ceux qui n'en ont pas. Ce qui a du sens, c'est de chercher du travail qui soit utile pour nous, pour tous. Et puis vous savez, quand vous voyez des gens qui ont un doctorat, qui passent des concours au niveau bac, je pense qu'on aurait pas mal de choses possibles à leur proposer comme emploi, et ils quitteraient volontiers le leur pour mettre en valeur leurs compétences qu'ils n'ont pas pu mettre en valeur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi des territoires zéro chômeur de longue durée. Il y a des choses pas inintéressantes qui s'y passent. Hein. Bien entendu, on montre encore une fois que ceux qu'on disait qu'ils ne pourraient jamais retrouver, ils peuvent être parfaitement utiles. Mais vous imaginez bien que c'est imparfait, ce n'est pas suffisant. Si on décidait par exemple demain qu'il fallait des chercheurs en plus ou qu'il fallait du monde dans l'éducation nationale, c'est pas dit qu'on en trouverait beaucoup parmi les chômeurs de longue durée, quoi. Donc c'est toute cette distorsion qui a lieu et qu'il va falloir remettre d'aplomb. Puis est-ce qu'on a vraiment besoin de ces pseudo-experts qui pensent pour nous, et quand on leur parle d'une autre organisation pour arrêter ce gâchis humain du chômage, qui nous disent d'un ton condescendant: ah mais vous savez, c'est bien plus complexe, si c'était si simple, ça faisait sûrement longtemps qu'on l'aurait fait. Plus complexe que la règle des 3% qui devait freiner la dette publique, celle des 8% de chômage qui serait incompressible. Est-ce que vraiment on a besoin d'eux pour passer de la gestion des conséquences à la construction du monde de demain? Parce que du pognon, des bras et des cerveaux, il y en a pléthore. Des pas peu ou mal utilisés. Osons sortir du cadre. Parce que des expérimentations, des méthodes, des techniques, il y en a plein sur lesquelles s'appuyer. Alors regardez, dans l'agriculture, entre le bio, la permaculture, les circuits courts, les bourguignons, du fumier et bien d'autres, ont déjà ouvert bien des voies de remplacement à l'agrochimie. Dans l'éducation, ça fait des lustres que des pédagogies ouvertes aux différences neurogénétiques, entre autres, ça m'aurait bien aidé, entre autres, à un apprentissage par l'expérimentation, on partage, ont montré le chemin, Fresnel, l'école émancipée et bien d'autres. Pour la démocratie, que ce soit dans l'organisation du travail par les scopes, une personne, une voix. Je vous promets, on ne m'a pas dit de le dire, hein, c'était dans le texte avant ça. Et puis, dans la politique, par une 6e République repensée, avec des élus qui seraient révocables au mandat limité dans le temps, et puis au moins une assemblée avec tirage au sort, qu'au moins toutes les couches sociales soient représentées. Et puis, au niveau local, la participation de toutes les composantes aux décisions territoriales. Il y a déjà des choses qui sont moins mal, comme par exemple les comités de bassin d'emploi, qui réunissent au moins 5 collèges, le collège associatif, employeurs, salariés, en plus des élus et des institutions. Et puis, la santé. En ouvrant une diversité des soins détachés de tout pouvoir des industries pharmaceutiques et de l'ordre des médecins. Ça serait pas mal, cette histoire. Mais pour ne citer que quelques exemples, que vous aurez tout le loisir de pouvoir compléter et y réfléchir, j'ai mis quelques thèmes, mais vous voyez bien qu'il y a des flèches avec rien, et qu'il y a bien d'autres thèmes sur lesquels on pourrait réfléchir ensemble sur comment faire. Est-ce qu'on ne peut pas se libérer de ces carcans
qui emprisonnent notre imagination, qui sont le ferment de nos résignations et de nos comportements individualistes et opportunistes. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver ensemble l'enfant qui sommeille en nous, avec ses « pourquoi ?» Et si on faisait comme ça? Je ne sais pas, quelle est votre activité, madame? Oui, vous au hasard. Retraité. Retraité. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent encore? Vous travaillez dans quel secteur? Aide-soignante. Ah, voilà un sujet qui est bien. Je suppose que vous auriez des tas d'idées si ça n'était pas un problème d'argent, ni un problème de main-d'œuvre, pour revoir le fonctionnement de la santé dans laquelle vous essayez de faire ce que vous pouvez, mais souvent dans des conditions assez déplorables. Je crois qu'il y a un tiers des soignants, c'est en tout cas le dernier chiffre que j'ai eu, qui sont soit en burn-out, soit à la limite du burn-out. C'est pas que je m'ennuie, messieurs, dames, mais il ne reste plus que ma retraite pour espérer voir le monde repartir du bon pied. Alors j'espère juste vous avoir donné l'envie de vous affranchir de l'enfumage de ces experts et politiciens, ces gens qui nous mentent à longueur de journée et qui veulent faire passer une loi sur les fake news. Et peut-être avoir semé quelques graines d'imaginaire pour que germent quelques utopies du possible dans vos esprits, sans plus de prétention, mais qui sait. Moi, la vie, je voudrais qu'elle soit comme la salsa, fluide, sensuelle, fraternelle. Et vous, alors on s'y met? Je vous remercie.